Bonjour chers amis, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous avec l'Égypte ancienne et merci aussi à Cannes Université de nous permettre, malgré l'absence de conférences en public, nous permet malgré tout de nous retrouver avec ces visioconférences qui nous permet malgré tout aussi d'accueillir de nouveaux auditeurs qui, pour faute de moyens de locomotion ou à cause de l'éloignement qu'ils sont de Cannes, ne pouvaient pas jusqu'à présent assister à ces réunions. Et aujourd'hui, justement, j'ai choisi de vous parler d'une période très ancienne de l'Égypte. Il s'agit du règne du pharaon connu sous le nom de Djoser et son complexe funéraire de Saqqara. Djoser, c'est un règne qui est intéressant parce que, bon, d'abord, c'est le pharaon qui a permis d'édifier la première pyramide sur le plateau de Saqqara, inaugurant ainsi ce qu'il est convenu d'appeler l'Ancien Empire. C'est le premier roi de la troisième dynastie égyptienne et son règne intervient comme un règne quelque part charnière, parce qu'il hérite d'une Égypte qui est déjà ancienne, hein, qui existe depuis les années 3300-3400 avant Jésus-Christ. C'est du moins l'origine des trois dynasties qui ont précédé celle de Djoser. Et les pharaons qui ont précédé le règne de Djoser ont petit à petit élaboré tous les éléments fondamentaux de la monarchie égyptienne dont Djoser va hériter. Et comme justement aujourd'hui nous avons des auditeurs qui ne sont pas forcément versés dans l'égyptologie, j'ai pensé qu'il était intéressant de rappeler dans une première partie toute cette évolution qui existe depuis la dynastie 0, avec les grandes lignes bien sûr, qui ont permis l'unification du pays, l'évolution de l'écriture, l'évolution de la titulature royale, hein, bref, les grands événements qui se sont déroulés avant l'arrivée de Djoser. Et c'est d'ailleurs cette Égypte unifiée, cette stabilité politique qui va permettre le développement de l'Égypte dans tout l'ancien empire qu'il est convenu d'appeler comme le temps des pyramides, puisque la pyramide de Djoser à degrés à Saqqara sera suivie de nombreuses autres. Voilà ce que le but de cette conférence de cet après-midi. Alors tout d'abord, cette carte de l'Égypte, hein, parce que c'est toujours bien quand on fait une conférence de commencer par une carte. Cette carte que vous connaissez, qui se divise en deux, à gauche, c'est la carte de la Basse-Égypte, celle du delta du Nil, et celle de droite, eh bien, c'est celle de la Haute-Égypte, qui est celle de la vallée du Nil. À gauche, nous reconnaissons quelques villes que vous devez connaître, comme Héliopolis, bien sûr. Nous allons parler éventuellement celle de Memphis, ici. La nécropole de Saqqara se trouve au niveau de la ville de Memphis. Nous avons aussi une ville dont nous parlerons quelque part tout à l'heure, c'est la ville de Bouto, au nord de l'Égypte, hein, Bouto ici, dont la déesse tutélaire est la déesse Wadjet, la déesse serpent. Sur les villes de la vallée du Nil dont nous parlerons, eh bien, il y a la ville de Hierakonpolis, la ville du faucon, c'est la ville d'Horus que nous trouvons ici. En face de Hierakonpolis, nous voyons la ville d'El-Kab, qui est l'ancienne Nekeb des Grecs, qui est la ville de la déesse Nekbet, dont nous dirons un mot tout à l'heure, tout cela pour que vous puissiez la situer. Et puis ici, nous avons la ville d'Abydos, qui deviendra une des grandes villes saintes d'Osiris, lorsqu'Osiris existera, c'est-à-dire pas du tout à l'époque qui nous intéresse, mais à la fin de la 5e dynastie. Et c'est au niveau de cette ville d'Abydos, ici, que se trouvait la ville de Nagada, la ville de Nagada, que les Égyptiens ont appelée Noubet, c'est-à-dire celle de l'or. Alors bon, résumons très vite la très très ancienne histoire de l'Égypte, hein, qui fait que, eh bien, dans les années 6-7000 avant Jésus-Christ, l'Égypte fait face à une période d'assèchement, un changement climatique déjà, hein, et
l'Égypte qui n'est alors pas le désert que nous connaissons aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus verdoyant, toutes les populations qui habitaient à l'ouest du Nil, dans ces savanes faites de végétaux beaucoup plus qu'aujourd'hui, ces populations sont amenées à se rapprocher du fleuve pour pouvoir continuer à exister, et ils vont créer des cités qui vont être installées autour d'un temple qui concerne leur divinité locale qu'elles ont amené, ces populations, avec elles. Alors, il y aura le village de l'Ibis, la ville du faucon, la ville de la vache, la ville de la lionne, etc., etc. Et cette urbanisation va se développer donc aux périodes reculées. Ces constructions seront faites en éléments végétaux, des feuilles de palme, des roseaux, des lianes, du bois, et certaines de ces villes vont prendre une importance particulière et quelquefois entrer en conflit entre elles. Je résume, mais nous avons vent d'une lutte historico-mythologique qui est celle qui va exister entre le grand dieu de Hierakonpolis, qui est Horus, que vous avez sous les yeux, sous la forme d'un faucon, et celui qui est le maître de la ville de Nagada, ici donc, Nagada, que les Grecs ont appelé Ombos et que les Égyptiens appelaient Noubet, c'est-à-dire celle de l'or, et le maître de cette ville, c'est le dieu Seth. Alors peut-être avez-vous entendu parler déjà d'un Horus et d'un Seth, mais il s'agit ici de Seth et d'Horus, les anciens, c'est-à-dire ceux qui vont lutter. Ces deux divinités, finalement, le nom de ces deux divinités seront repris par la suite lorsque les théologiens de la 5e dynastie créeront une nouvelle génération divine avec Seth, frère d'Osiris, qui va le découper, etc. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, il s'agit de deux divinités, maîtresses de leur ville, Hierakonpolis, Néren pour les Égyptiens, Ombos, Noubet pour Hierakonpolis pour Horus, pardon, et Ombos, Noubet pour le dieu Seth. Et c'est de cette époque déjà très ancienne que date l'épisode où le dieu Horus se fait arracher son œil par le dieu Seth, et en contrepartie, Seth se voit arracher ses testicules par le dieu Horus. Cela sera repris après, lors de cette réforme religieuse de la 5e dynastie, mais l'origine de cet événement se trouve à cette période reculée qui nous concerne aujourd'hui et qu'il est difficile de dater, eu égard à l'ancienneté des choses. Donc, vous voyez ce Horus qui est le dieu qui est déclaré légitime, c'est le faucon qui a l'œil, l'œil perçant, et qui a l'œil finalement pour gérer les affaires de l'Égypte, et Seth qui apparaît, c'est pour ça qu'on lui vole ses testicules, qui représente la force sexuelle un petit peu débridée, la violence, et finalement ce combat mythologico-historique, il y a dû y avoir une lutte, mais qui a été par la suite mythifiée, eh bien ces deux belligérants vont faire en quelque sorte une sorte de paix des braves et se réunir, faire la paix, et seront les deux éléments nécessaires au roi pour gouverner avec la légitimité représentée par le faucon Horus l'Ancien, celui de Hierakonpolis, et puis la force de Seth, qui est néanmoins, qui doit être dominé, mais qui est nécessaire également pour gouverner l'Égypte. Et donc, ces deux belligérants seront les représentants de la royauté, de l'unification du pays telle qu'elle va exister
voyez que nous avons ce rôle de ce Seth, qui n'est pas encore celui qui va découper son frère en morceaux bien plus tard, et qui deviendra l'exemple du rebelle. Pour l'instant, et lorsqu'il est représenté tel qu'on le voit sur l'écran, il représente avec Horus l'Égypte unifiée. Et sont en cela les protecteurs du pharaon légitime qui gouverne l'Égypte. Alors le faucon Horus, l'animal de Seth, cet animal, il est encore sujet à caution quant à sa représentation. S'agit-il d'un âne? S'agit-il d'un lévrier? Il y a plusieurs. L'animal qui se rapprocherait le plus est un animal africain qui est l'Oryctérope. Voilà. Vous voyez qu'avec le roi Amenhotep III à gauche, ces deux belligérants apaisés et devenus complémentaires protègent le roi. Et de la même manière, à droite, nous avons ce signe du Sematawi qui signifie donc l'union des deux terres, où nous avons ces deux divinités qui sont en train de nouer autour d'une trachée artère. Vous voyez, nous avons ici les deux poumons. Ils sont en train de nouer les deux plantes tutélaires de l'Égypte, le lotus ou le lys de Haute-Égypte et le papyrus de Basse-Égypte. Et cette trachée artère symbolise évidemment le Nil qui relie la Haute et la Basse-Égypte dans une unification qui va s'élaborer au cours des siècles dont nous allons parler dans les grandes lignes à présent. Alors, cette première dynastie, je voulais rappeler, vous voyez, cet épisode mythologique, historico-mythologique, parce que c'est un des fondamentaux de la royauté égyptienne, cette alliance entre Horus l'Ancien de Hierakonpolis et Seth l'Ancien, celui de Ombos Nubet. Alors, on connaît effectivement l'histoire de l'Égypte depuis ce qu'on appelle les trois premières dynasties, qui est une méthode chronologique élaborée par le scribe grec Manéthon. Et cette division en dynastie qui ne correspond d'ailleurs pas forcément à une unité familiale. C'est quelque chose d'assez que Manéthon a élaboré, qui n'est pas toujours juste. Par exemple, Djoser inaugure, dont nous allons parler tout à l'heure, inaugure la troisième dynastie, mais son père était le dernier roi de la deuxième dynastie. Il n'y a pas eu de rupture familiale, mais cette séparation en dynastie nous est bien utile pour nous y retrouver sur les 3300 ans qu'a duré la civilisation égyptienne. Alors, les toutes premières dynasties, voyez-vous, se font enterrer à Abydos. Abydos, non loin de Noubet, qu'on a vu tout à l'heure, et non loin de la capitale de l'Égypte, qui va devenir une capitale de l'Égypte, qui est la ville de Tinis, ou Tis, dont l'endroit n'a pas été clairement reconnu pour l'instant. C'est une nécropole qui porte le nom aujourd'hui de Oum el-Kab, c'est-à-dire la mère des poteries, parce qu'on a retrouvé là-bas des milliers de poteries, dont certaines dataient de ces toutes premières dynasties. Et ces tombes, donc, eh bien, ces tombes étaient, vous voyez, quelques-unes des plans de ces tombes de la dynastie 0, de la dynastie 1, de la dynastie 2, qui s'étalent avec une structure qui est un petit peu différente au fil des siècles. En ce qui concerne la dynastie 0, nous avions affaire à des tombeaux avec une fosse pour le corps du défunt et quelques chambres très peu nombreuses. Et puis par la suite, eh bien, le nombre de ces chambres va augmenter et on aura même la première dynastie, vous voyez, toutes ces tombes qui sont alentour, n'est-ce pas, et qui entourent la tombe du défunt. Dans ces tombes secondaires, tout alentour des tombes du pharaon, eh bien, seront enterrés des fonctionnaires, des fonctionnaires dont nous dirons un mot tout à l'heure. Alors, voyez tous ces mots dont nous allons parler. La dynastie 0, concernant la première, vous voyez, c'est une dynastie qui va se dérouler entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ. On a trouvé cette dynastie 0 parce qu'avant, on connaissait les rois de la première et de la deuxième. Et on a trouvé des rois qui étaient encore, qui étaient encore antécédents. Oui, vous allez bien, madame? Voilà, excusez-moi. Et vous voyez que ces rois de la dynastie 0, eh bien, ils portent ce qui sera le premier nom du
le prénom de la titulature royale. Hein. La titulature, ce sont les titres que porte le roi d'Égypte, qui seront au nombre de 5. Hein. Et le premier d'entre eux, c'est le nom d'Horus. Vous voyez que même ces rois très primitifs portent le nom d'Horus avec un faucon qui est dessiné avant leur roi. Ce sont des rois qui sont enterrés donc déjà à Umm-el-Qab, dans cette nécropole. Il est à noter un petit mystère, puisque la pierre de Palerme, vous voyez, qui est un des documents qui nous donne des annales sur la chronologie des rois d'Égypte, font mention de 10 rois supplémentaires sans nom, hein, mais qui portent la double couronne. Et la double couronne, la couronne blanche de Haute-Égypte et la couronne rouge de Basse-Égypte, eh bien, c'est un signe d'unification du pays. Et donc, y aurait-il eu une Égypte unifiée dans des temps précédents dont nous ignorions le détail. Alors, sur cette dynastie 0, je vous l'ai dit, logiquement, les tombes sont relativement peu étendues, avec une fosse, un puits, hein, où on dépose le corps, et puis 1 ou 2 chambres. Et tous ces rois, donc, dont nous avons vu la liste à l'instant, sont tous enterrés à Abydos, dans la nécropole d'Umm-el-Qab. L'une d'entre elles fait exception, c'est la tombe du dernier roi de la dynastie 0, qui est le roi Scorpion, qui lui a une tombe beaucoup plus large, beaucoup plus grande, puisqu'elle comporte 12 chambres, hein, vous la voyez. Et on a trouvé dans cette tombe 750 pots de vin, hein, qui représentaient 4000 litres, qui sont étiquetés au nom de plantation du roi Scorpion. Hein. Vous voyez que ce mobilier funéraire était intéressant et que Scorpion aimait bien sans doute faire la fête. Et c'est aussi un roi qui est intéressant pour d'autres données. Vous voyez, ça c'est la tête de massue que l'on a retrouvée à Hierakonpolis du roi Scorpion. Et dès cette époque, vous voyez, le roi avait ce que nous retrouverons très souvent dans l'iconographie égyptienne, une massue, hein, avec laquelle il tape sur la tête des ennemis qu'il a fait prisonniers et qu'il tient par les cheveux. C'est une représentation que nous retrouverons dans toute l'histoire de l'Égypte. Alors ça, c'est la tête de massue de Scorpion qu'on a retrouvée donc à Hierakonpolis et qui a un détail qui est intéressant parce que, vous voyez, c'est déjà une époque qui nous permet de voir d'abord qu'il y a déjà des hiéroglyphes, hein, qui sont représentés et que là, nous avons déjà le roi, voyez-vous, qui porte la couronne blanche de Haute-Égypte. C'est un roi de Hierakonpolis, hein, et il est en train, avec cette houe, avec cet araire, hein, qui est aussi un signe hiéroglyphique d'ailleurs, il est en train de creuser un sillon, vraisemblablement pour créer un canal ou pour l'inaugurer. Vous voyez le canal que l'on voit ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur le haut de cette tête de massue ces figurations-là où nous avons des enseignes avec des divinités qui sont représentées déjà. Hein, vous avez un chacal qui devrait être Anubis, nous avons le dieu Mine, nous avons un autre chacal qui pourrait être Troupoaout, etc. Et ces enseignes à ces enseignes sont accrochés des oiseaux morts, hein, et qui sont des vanneaux. Et les vanneaux, pour les Égyptiens, cela représentait les habitants du delta, puisque ce sont des oiseaux qui ne volaient qu'au-dessus du delta. Et donc, le fait d'avoir ces vanneaux qui sont accrochés comme victimes au pied de ces enseignes peut nous laisser penser que Scorpion avait déjà conquis le nord, alors tout le nord ou partie du nord de l'Égypte, hein, et éventuellement avoir réalisé une première unification de l'Égypte, unification que l'on attribue d'habitude à son successeur Narmer. Hein, voilà. Donc, vous voyez que nous avons pas mal de choses, vous voyez, autour de ça, et nous avons les premières sur l'étiquette d'ivoire qu'on a vue il y a un instant, vous voyez, c'était les... Ah non, elle est là, l'étiquette d'ivoire, voilà. On n'est pas là, on l'a passé, c'est pas grave. Il y a aussi à cette époque des palettes, vous voyez, qui sont faites
dont je vous ai mis celle-ci, surtout celle du haut qui nous intéresse, qui est la palette des villes, où vous avez le nom, par exemple, ici, nous avons celle du roi Scorpion, n'est-ce pas, avec une ville qui est représentée, les autres avec Horus, alors ça devrait être peut-être Hierakonpolis, il faudrait regarder, et ces villes sont représentées avec une enceinte qui est crénelée, hein, comme on dit aussi à Redan. Hein. À Redan, eh bien, nous verrons tout à l'heure que l'enceinte de Djoser à Saqqara est elle aussi représentée à Redan. Je vous rappelle que ces cités étaient construites avec des éléments qui n'étaient pas en pierre. Hein, nous avions du bois, nous avions des palmes, des roseaux, etc. Hein, et que le fait, avec des rondins de bois, par exemple, de faire des redans comme ça, permettait sans doute à ce que ces redans servent en quelque sorte d'arc-boutant pour rendre la construction végétale plus solide. Hein. Et comme nous le verrons, je vous l'ai déjà dit, je pense tout à l'heure, mais cette architecture végétale sera ensuite, quelque sorte, pétrifiée lorsque, grâce à Imhotep, architecte de Djoser, nous aurons une architecture en pierre. Je voudrais accélérer un petit peu. Vous voyez cette palette aussi du taureau qui est intéressant. Pourquoi? Parce que le taureau sera aussi une épithète dont bénéficiera le pharaon d'Égypte pendant toute l'histoire de l'Égypte. Ka-Nart, c'est-à-dire taureau puissant. Hein. Bon, ben là encore, nous avons le roi qui mate un ennemi et qui, dont la ville est représentée ici. Hein. Et puis, de l'autre côté de cette palette du taureau, nous avons toujours le taureau avec son prisonnier. Là, je l'ai mis dans l'autre sens pour que l'on voit ici encore ces 4 enseignes hein, qui représentent des divinités. Nous avons 2 chacals en premier qui devraient être Anubis ou Pouaout. Nous avons l'ibis ici, qui est le dieu Thoth. Là, nous avons le dieu Mine, qui est représenté. Là, entre les deux, j'ai oublié le dieu Horus. Hein. Donc, vous voyez que tout ce panthéon égyptien, déjà à cette époque, est déjà bien rempli. Okay. Je vous ai mis ça aussi, vous savez, parce qu'on sait que dès cette époque, on en a des traces à Hierakonpolis. Il y avait ce qu'on appelle les serviteurs d'Horus. Les serviteurs d'Horus qui sont devenus ensuite, qu'on appelait les puissances de P, qui est un quartier de Bouto, donc du nord, et les puissances de Nekeb, c'est-à-dire de Neren, pardon, de Hierakonpolis, et qui représentent les dieux, les rois anciens. Vous voyez. Pour les Égyptiens, c'était les tout premiers rois d'Égypte, ceux qui avaient fait suite aux dynasties divines. Hein. Pour les Égyptiens, il y avait eu les dieux avaient régné sur terre et puis ensuite avaient laissé la place aux personnes physiques. Donc ce sont tout cet ensemble d'ancêtres hein, auxquels on rend continuellement hommage dans les sites égyptiens, qui sont représentés déjà à l'époque de la dynastie Zéro, à Hierakonpolis, avec les Baous de Nehen, ici sous forme de chacal, et les Baous de P, c'est-à-dire ce quartier de la ville de Bouto du Nord, représenté sous forme de faucon. Vous voyez que nous avons tous ces petits indices comme ça. Ensuite, eh bien, après Scorpion, je ne vais pas rentrer dans le détail hein, systématiquement de toutes ces dynasties anciennes, mais simplement pour relever certains aspects. Cette première dynastie, donc de 3050 à 2850 à peu près, hein, bon, le premier roi, c'est le fameux roi Narmer dont nous allons parler, hein, et certains de ces rois, vous voyez, ont des noms un petit peu agressifs. Hein. Le dieu Hara, le deuxième roi de cette dynastie, c'est le combattant, celui qui combat. Djer, le dieu Djer, c'est celui qui est dur. Hein. Den, c'est celui qui décapite. Et on a pensé souvent que c'était encore un résidu de l'unification récente de l'Égypte qui fait qu'il y avait des guerres internes et des velléités d'un camp de Seth ou d'un camp d'Horus, hein, de Noubet ou de Hierakonpolis pour proclamer leur puissance et leur autonomie, ou bien d'autres régions d'Égypte. En fait, les traces laissées à l'étranger, en Libye, au Moyen-Orient, montrent que ces noms agressifs sont sans doute venus de guerre avec des étrangers et non pas avec des Égyptiens, hein, ce qui ne sera sans doute pas le cas à la dynastie 2. Alors, à cette époque, eh bien, les tombes
se situent toujours à Abydos, avec une chambre funéraire entourée de petites pièces, et puis un sarcophage en bois qui est déposé dans la fosse avec un mur de briques, de briques. Le premier roi, c'est Narmer. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore cette palette dont nous sommes tous amoureux quand on arrivait, puisqu'on va y avoir un nouveau musée, quand on arrivait dans le musée du Caire. C'est la palette de Narmer, palette en schiste vert, où là, eh bien, c'est important, cette palette, parce que nous sommes sûrs que l'Égypte est unifiée. Le roi apparaît ici sur cette face de la palette avec la massue dont on parlait tout à l'heure, avec la couronne blanche, donc la Haute-Égypte, en train de tenir par les cheveux, vous voyez cette image qu'on retrouvera tout le temps, un habitant du delta, puisque cette image qui figure ici avec les fleurs qui sortent correspondent au delta, et nous avons ce faucon qui montre que, eh bien, celui du sud, c'est l'Horus du sud, représenté par le roi, qui a maté le nord. Et la ville du nord, qui devrait être la ville de Bhouto, je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, est prise, et ses habitants que nous voyons ici à la base de la palette sont en déroute. Sur l'autre face de la palette, on retrouve notre roi, avec cette fois-ci la couronne rouge de Basse-Égypte, et avec des enseignes divines qui sont devant, et puis les ennemis ici qui ont la tête coupée, ainsi que deux animaux un petit peu fantasmagoriques qui sont là avec de longs coups et qui s'enlacent, à l'image de ce que va être la Haute et Basse Égypte. C'est une des images du Sématawi, vous savez, l'union des deux terres, dont on a vu un exemple tout à l'heure avec cette trachéartère et les deux plantes tutélaires de l'Égypte qui s'enlaçaient. Voilà, et l'image encore du taureau, vous voyez, et de la ville qui a été prise. Cette palette est très connue. On a retrouvé aussi une tête de massue à Hiéropolis au nom de Narmer, qui là, dans ce détail, là on a ce détail, il est en train de recevoir les tributs des ennemis qui ont été pris. On a aussi retrouvé cette étiquette donc de Narmer, où l'on voit encore ici le nom de Narmer. Vous voyez, il y a le sigle du poisson-chat. On dit que c'est un poisson-chat ici qui, comment dirais-je, qui assomme l'habitant du delta, qu'il a fait prisonnier et qu'il a battu. Alors, vous voyez que le nom de l'Égypte, de ces pharaons de cette époque, eh bien, alors on sait de Narmer, pour terminer sur Narmer, pardon, on sait que vraisemblablement c'est lui qui a fondé Memphis, pour en faire la résidence des rois et qui sera très longtemps la résidence royale. Pourquoi? Parce qu'elle est juste à la lisière entre la Haute et la Basse Égypte, entre le delta et la vallée du Nil, et puis ça rapproche évidemment le roi. Dans une Égypte unifiée, ça le rapproche des frontières de l'ouest de la Libye et de l'est, où il y aura toujours des velléités de ces populations de rentrer en Égypte pour s'emparer des richesses du delta. Donc ce devrait être Narmer qui aurait fondé la ville de Memphis, qui est donc juste à côté de Saqqara, et qui va, nous disent les textes, tout ça, nous ajouter 16 nomes aux 12 qui existaient déjà. Les nomes, ce sont des régions égyptiennes, des provinces égyptiennes, et sans doute grâce à l'unification du pays qu'il a réalisé, il est obligé de rajouter des circonscriptions à l'Égypte, ce qui montre l'existence, déjà à cette époque, d'une centralisation du pouvoir sur le règne de Narmer. Alors ensuite, d'autres rois, bien sûr, nous avons nous avons là le Sérek, vous voyez, c'est-à-dire le nom d'Horus du roi Djer, du roi Djer, qui donc signifie celui qui est dur, n'est-ce pas? C'est le premier nom de la titulature, et c'est ce qu'on appelle le Sérek, c'est-à-dire le faire savoir en égyptien ancien. C'est comme une affiche, vous voyez, en pierre, qui figurait au-dessus de l'entrée de la tombe du pharaon défunt à Oumelka, dans la nécropole d'Abydos. Et c'est son nom d'Horus, vous voyez, c'est-à-dire qu'il se réclame, lui aussi, du grand dieu Horus de Hiérakompolis, vainqueur de Seth, mais néanmoins allié. Et c'est le premier nom de la titulature royale avec ce faucon. Et en dessous, nous avons la façade de palais pour montrer qu'il règne sur la royauté d'une manière tout à fait légitime.
C'est sous le règne de Djer qu'apparaît, voilà la tombe de Djer, hein. C'est sous son règne qu'apparaît le nom de Horus, qu'on a tendance à appeler Horus d'or. Je vous donnerai quelques détails sur cet élément de la titulature royale tout à l'heure. Et c'est une tombe qui a été reconstruite puisque lorsque Osiris est arrivé, eh bien, les fêtes qui avaient lieu à Abydos en son honneur utilisaient la tombe de Djer, hein. C'est une des deux tombes d'Oumelkab qui est ouverte, enfin ouverte à ciel ouvert, on va dire, hein, avec celle de Den, dont on va parler dans un instant. Les autres, voyez-vous, au fond, eh bien, ce sont des tombes d'autres rois qui ont été fouillés par les spécialistes, hein, par les archéologues et par les chercheurs, et qui, une fois qu'ils ont été découvertes et commentées et puis mises en catalogue, eh bien, on les a réensablées pour protéger les quelques éléments qui y figuraient. Donc, voilà ce que je voulais dire sur Djer. Sur Djer, et nous sommes toujours dans la nécropole d'Abydos, et voici maintenant la tombe de Den, hein. Den, dont je vous le disais, qui signifie celui qui décapite, hein, dans le cadre de ces noms un petit peu violents. Et c'est une très grande tombe, non seulement parce que elle a beaucoup de tombes annexes, vous voyez ici, qui sont au nombre de 334. Hein. Donc c'est un grand ensemble funéraire de Den. C'est une tombe qui a, là on a l'entrée de la tombe, qui a des tombes, comment dirais-je, des dalles en granit au sol, hein, ce qui est nouveau. C'est le premier usage de la pierre dure. D'habitude, comme pierre dans les tombeaux, nous n'avions que de la brique, hein. La chambre funéraire était également bloquée par une herse, hein, ce qui est le premier exemple aussi et qui sera utilisé par beaucoup de rois par la suite, hein. Ce système de herse où vous aviez un gros bloc de pierre qui reposait sur une masse de sable et que pour fermer la tombe et empêcher le passage des voleurs, on écoule le sable par un système de sorte de poulie, hein, qui fait que la grosse pierre tombait et bloquait l'entrée. C'est sous Den qu'il y a eu la première. C'est également sous le règne de Den qu'apparaissent deux autres noms de la titulature royale, celui de Nepti, celui des deux, ce qui ça veut dire les deux maîtresses, et celui de Nisudbiti, celui du roseau ou de l'abeille, que l'on traduit généralement par roi de Haute et Basse Égypte. Je vous montrerai les 4 noms qui existaient à la fin de cette période dans un instant. Il ne nous manquera plus que le nom de fils de Ré, Zaré, qui n'apparaîtra que sous la 4e dynastie, sous le règne de Djedefré, le successeur de Khéops. Donc, vous voyez, Nisudbiti, alors tous ces noms dont je vous ai parlé, le nom d'Horus, le nom d'Horus d'or, le nom de Nisudbiti, le nom de Nepti, les deux maîtresses, ce sont des noms qui, à cette époque, n'ont pas d'épithète, hein. Il est juste Nisudbiti, il est juste Nepti, celui des deux maîtresses, hein, mais c'est tout. Par la suite, ces noms auront des épithètes. On dira le roi de Haute et Basse Égypte, un tel. Le Nepti, celui des deux maîtresses, un tel. Vous voyez, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Alors, j'essaye d'accélérer un petit peu. Vous voyez, l'étiquette de Den qui est intéressante aussi, puisque là, c'est la première fois le premier abattu de l'Est, dit le texte ici. Le premier abattu de l'Est, c'est la première fois que l'on exécute un Asiatique, hein. Vous voyez, je vous le disais, ces noms agressifs que portent certains rois de cette dynastie est plutôt dirigé envers les populations étrangères que vers des populations égyptiennes. Alors intéressant, par contre, on ne peut pas louper ça, c'est une tablette d'ivoire de Den, hein, qui se trouve au British Museum, où nous avons des choses intéressantes. Je ne peux pas rentrer dans le détail, sauf par exemple ici, vous voyez, il occupe déjà le siège d'Horus, hein, ce qui nous confirme ça. Vous avez bien sûr le Sérec ici de Den, son nom d'Horus. Et puis nous avons cette scène qui est intéressante et que j'ai mis en gros plan par la suite, vous voyez, c'est une scène où nous voyons le roi qui porte la double couronne, la couronne blanche et la couronne rouge, blanche de Haute-Égypte, rouge de Basse-Égypte, et qui est en train de descendre d'un podium, hein, là, et d'entamer une course, hein, avec un document dans la main, quelque chose dans la main. C'est la première fête Sed de l'Égypte, une fête qui va durer pendant toute l'histoire de l'Égypte et qui est consacrée
au renouvellement du pouvoir royal. Cette fête se déroulait généralement à la 30e année, c'est le cas pour Den. Ses successeurs feront des fêtes cèdes en l'an 25 et 20 de leur règne, mais cela reviendra d'une manière générique à partir de la 30e année de règne, où le roi est censé faire son premier cède, et ensuite tous les 4 ans. Donc on considère, enfin les Égyptiens considéraient qu'au bout de 30 ans, le roi qui régnait pouvait être fatigué, à la fois physiquement, mais aussi peut-être au niveau des neurones, et qu'il était bon de faire une cérémonie où il allait se ravigorer et où il allait montrer qu'il avait toujours le pouvoir sur toute l'Égypte. D'où cette course que nous voyons, où le roi faisait une sorte de jogging, avec au cours de bornes que nous voyons ici, vous voyez les 6 bornes là, il tourne autour. Si j'insiste là-dessus, vous voyez, c'est parce que nous retrouverons cela tout à l'heure dans le complexe funéraire de Djoser. La première fête cède, c'est à l'époque de Den. Voilà, je vous ai remis d'ailleurs ce hiéroglyphe. Vous voyez que nous avons à droite cette reproduction qui est aussi celle du hiéroglyphe finalement de la fête Cède, où nous avons, là c'est un roi beaucoup plus récent si l'on peut dire, qui est du Moyen Empire, c'est un des Sésostris qui apparaît à droite avec la couronne blanche de Haute-Égypte, ici avec la couronne rouge de Basse-Égypte. Il est sur le kiosque de la fête Cède en tenant le sceptre ici, qui est le sceptre Renépet de millions d'années, si vous voulez. Ici, nous avons ici le signe de l'année. Là, il fait des millions d'années. On lui souhaite des millions de fêtes cèdes pour être régénéré d'une manière éternelle. Alors, je reviens 2 secondes sur ces tombes secondaires de Den, vous voyez, qui sont très nombreuses, où étaient enterrés donc ces gens qui n'étaient pas des gens de la famille royale, mais qui étaient vraisemblablement des fonctionnaires qui étaient sous le service du roi défunt et qui ont été enterrés donc autour de sa propre tombe pour le servir dans l'imagerie de l'au-delà, pour le servir encore après leur mort. Alors, des idées ont été émises sur éventuellement un sacrifice humain qui aurait voulu que ces fonctionnaires soient mis à mort au moment de la mort du roi pour être enterrés en même temps que lui et continuer à le servir. Ça n'est pas prouvé. En tout cas, si tel était le cas, ce serait le seul exemple dans l'histoire de l'Égypte et que cette tradition n'ait pas survécu à la première dynastie et qu'au contraire, pour remplacer ces serviteurs de l'au-delà qui étaient éventuellement enterrés en même temps que leur roi, eh bien, les Égyptiens ensuite ont pensé à un substitut, en fait, qui sera l'Ushepti. Ces petites figurines ici, vous voyez, qu'on appelle des Ushepti ou des Shawapti. Ushepti, ça veut dire les répondants, c'est-à-dire ceux qui vont répondre à l'appel du défunt pour effectuer les corvées à sa place dans l'au-delà. Voilà, ce sont des. Est-ce que au départ il y avait des fonctionnaires qui étaient mis à mort pour remplir ce rôle? La question est encore ouverte. Voilà. Là, d'autres petits détails. Là, c'est le nom d'Horus du roi Sémer-Ret. Sémer-Ret. Je vous reparlerai tout à l'heure de cette désinence en Ret. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Là, c'est l'Horus K. Le dernier roi de la première dynastie. Et ici, sur l'Horus K, voyez-vous, toujours à Oumelkad, n'est-ce pas? Je vous ai mis ce plan parce que nous voyons cette tombe de K, toujours avec ces tombes secondaires autour. Eh bien, cette tombe, elle ouvre au nord, pardon. C'est la première fois qu'une tombe ouvre au nord, ce qui nous montre des choses intéressantes parce que à cette époque, déjà, le roi avait une destinée post-mortem, bien sûr. Le roi, il ne meurt pas comme ça. Il faut envisager une vie après la mort, d'ailleurs. Et eh bien, il était assimilé à cette époque-là à une étoile, et une étoile qui se trouve juste autour du pôle Nord, une circumpolaire, comme on dit, que les Égyptiens appelaient les indestructibles. Pourquoi les indestructibles? Parce que on s'aperçoit que ces étoiles, quand on les regarde depuis la Terre, depuis chez nous, on s'aperçoit qu'elles semblent ne pas bouger, puisqu'elles ne sont pas concernées par la rotation de la Terre, ce qui n'est pas le cas des autres étoiles que nous voyons dans nos cieux,
hein, qui, elles, étaient appelées les infatigables, parce qu'elles ont l'air de bouger sans arrêt avec des constellations, des décans qui disparaissent et qui apparaissent à des intervalles réguliers. Eh bien, avec ce principe de stabilité qui était celui des étoiles circumpolaires, le roi était censé, après sa mort, devenir une de ces indestructibles. D'où l'ouverture de ce tombeau, le premier chez K, vers le nord, et les pyramides auront toujours aussi leur ouverture vers le nord, même si après le roi aura plus une destinée solaire, hein, donc orientée vers l'est, mais néanmoins l'ouverture des pyramides se fera toujours vers le nord pour rappeler cette résurrection en quelque sorte stellaire qu'avait le roi à cette époque. Voilà. Alors, vous voyez ces 4 noms du roi que nous venons de voir et qui constituent les premiers noms de sa titulature. Eh bien, les voici. Je vous le disais, il nous manque le nom de Zaré, fils de Ré, qui n'apparaîtra qu'à la 4e dynastie. C'est Djedefré, le successeur de Khéops. Et c'est ce nom de Zaré, plus celui de Nisut-Biti que nous avons là, qui seront mis dans un cartouche, le cartouche n'apparaissant qu'à la fin de la 3e dynastie. Nisut-Biti, ce sera le nom de couronnement. Le nom de Zaré, qui apparaîtra plus tard, sera celui de nom de naissance, en quelque sorte le prénom. Alors, vous voyez que nous avons tous les noms que nous avons vus. Ce nom d'Horus, hein, qui rappelle bien sûr le grand dieu de Hiéracompolis, que nous avons déjà vu avec le Sérek. Le nom de Nepti, ici, c'est celui des 2 maîtresses, c'est-à-dire celui du vautour et du serpent. Le vautour, c'est la déesse Nekhbet du sud, et Wadjet, c'est la déesse serpent du nord. Donc, le nom des 2 maîtresses, c'est cela ici. Le Nisut-Biti, je vous l'ai dit, c'est celui du roseau et de l'abeille, qui correspondent à la haute et à la basse Égypte. On ne sait pas exactement quelle haute Égypte et quelle basse Égypte il s'agit, mais c'est la traduction que l'on donne à ce titre. Et puis, vous avez ce fameux Horus d'or donc, dont je vous parlais, apparu sous le règne de Djer. Je dis qu'on en dirait un mot, parce que voilà comment il est représenté généralement, mais tout au début, on l'appelle Horus d'or. Bon, l'Horus, il y a le faucon dessus. Et l'or, ce hiéroglyphe, c'est le hiéroglyphe de l'or, hein, Noub, qui d'ailleurs a donné Nubie. Le mot Nubie vient de l'or, puisque la Nubie a beaucoup de carrières aurifères. Mais auparavant, dans les premières attestations de ce titre, il n'y avait que le signe de l'or, vous voyez. C'était celui de l'or, donc. Hein. Le faucon a été rajouté par la suite. Donc, ce qui est probable, probable, et je cite des sources venues d'égyptologues compétents, bien sûr, hein, c'est que ce Noub, autrefois, signifiait en fait l'image de Seth. Hein. Vous vous rappelez que le Seth dont nous avons parlé au début, avec Horus, s'était finalement associé pour être les représentants d'une Égypte unifiée, et que la ville de Seth, c'était Noubet, c'est-à-dire celle de l'or. Donc, il est probable que ce signe de l'or dans la titulature royale était là pour évoquer le dieu Seth, qui contribue à l'unification de l'Égypte par cette paix des braves qu'il avait conclue avec Horus, et que par la suite, l'image de Seth, hein, se grippant un peu, lorsqu'une nouvelle théologie apparaîtra avec l'assassinat d'Osiris, etc., qu'on l'ait remplacé par un faucon, voilà. Hein. Mais c'est tout à fait probable qu'il s'agisse du signe de Seth. Voilà. Deuxième dynastie, j'essaye d'accélérer un petit peu parce que je suis peut-être trop bavard. Au moins, je ne peux pas entendre les remarques que vous pourriez faire puisque nous ne sommes pas de visu. Ce que je regrette, bien sûr, malgré tout. Hein. Vous voyez que ces rois, nous allons aller passer assez vite sur cette deuxième dynastie qui nous amène jusqu'à l'année 2650 avant Jésus-Christ, qui serait l'année de début du règne de Djoser, où nous avons une succession de rois. Et cette dynastie nous permet de voir que là, par contre, il a dû y avoir des tensions et que cette unification récente allait subir quelques problèmes. D'abord, le premier roi que nous avons, c'est Hotep Sekemui, dont le nom signifie « les 2 puissants sont en paix ». Hein, les 2 puissants sont en paix, ce qui veut dire que ce n'était pas le cas avant et que peut-être ce roi a été obligé de refaire une unification face à des problèmes politiques internes.
À noter aussi que tous ces rois, depuis Hotep-Sekemui jusqu'à Ouneg, se sont fait appeler d'ailleurs Horus et Seth. Horus et Seth, en précisant bien les deux, ce qui montrait que il fallait rappeler finalement que ceux de Hierakonpolis et ceux de Noubet, ceux d'Ombos, ceux de Nagada, étaient à nouveau en paix. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant toute cette dynastie, bien, le pouvoir central confirme son évolution, que l'écriture se développe et qu'il y a donc ces tensions internes. Là, nous avons, comment dirais-je, justement, le roi Péripsène, qui serait peut-être le même que Seremhib, je ne rentre pas dans le détail, mais ce roi Péripsène, vous voyez ici, et bien sûr son Sérek, n'est-ce pas, son premier nom, ça n'est pas l'Horus Péripsène, mais lui, non seulement, il a carrément abandonné Horus, et il est le Seth Péripsène, voyez. Donc ce Péripsène devait être originaire de la ville de Noubet, de Nagada, d'Ombos, appelez-la comme vous voulez, celle du dieu Seth, et ce qui est tout à fait significatif d'un trouble qui existait encore entre ces deux villes et que cette unification de l'Égypte restait encore fragile. Et puis nous avons le dernier roi de cette deuxième dynastie, Khasekemui, qui s'appelait au début Khaserem, c'est-à-dire apparition du puissant, et qui trouve le besoin pendant son règne de se faire appeler Khaseremui, c'est-à-dire apparition des deux puissants. Il insiste donc sans doute, après la période de Péripsène que dont nous venons de parler, l'utilité de rappeler l'unification qu'il avait rétablie, et cette fois-ci pour longtemps, en faisant d'ailleurs figurer sur son sérec, voyez-vous, apparition des deux puissants. Les deux puissants, ils sont bien là, c'est le faucon d'Horus et c'est le Seth de Ombos Noubet. Voyez. Khaseremui. Alors, comment dirais-je, c'est d'ailleurs un signe aussi parce que nous avons sur un des vases voilà, il est là, sur un des socles de statues du moins, mais également des notions sur des vases trouvés au nom de Khasekemui, où il est fait allusion à l'année de combattre les Nordiques, dont on a vu que ce n'étaient pas des Libyens qui étaient représentés, mais des Sétiens, des Égyptiens, donc vraisemblablement des Sétiens de Nagada, Ombos, Noubet. Voilà. Et il insiste en plus, je veux dire, Khasekemui insiste dans son nom de Nisudbiti, qui maintenant a une épithète, il se fait appeler le Nisudbiti, Nedwi Hetepimef, c'est-à-dire les deux puissants sont en paix grâce à lui. Donc là, on ne peut pas être on ne peut plus clair, c'est bien lui qui révèle qu'il a été à la base d'une réconciliation à nouveau pour consolider une unification qui était encore très fragile. Dans toute cette dynastie dont on vient de parler, la dynastie 2, eh bien, deux des rois, les Hotep-Sekemui et Ninedjer, le premier et le troisième roi de cette dynastie, ne se font pas enterrer à Oumelkab, à Abydos, mais ils se font enterrer à Saqqara, notre site de Saqqara, où nous allons aller enfin maintenant, et où, dans un instant du moins. Je reviens à Khasekemui 2 secondes, ça c'est la tombe de Khasekemui, immense tombe qui se trouve à Abydos, bien sûr, une tombe très grande, puisqu'elle fait, je ne sais plus, j'ai plus la dimension, je croyais l'avoir, mais je ne l'ai plus. Grande tombe qui est intéressante, déjà, vous voyez qu'il n'y a plus de champ de tombes secondaires à l'extérieur. Et par contre, comment dirais-je, la chambre funéraire ici, le caveau, a reçu des parois en calcaire, ce qui constitue la première structure maçonnée au monde. Alors, on a retrouvé aussi dans cette tombe du mobilier funéraire important, bien sûr, des vases de cuivre, de la vaisselle en bronze, et puis sur du mobilier funéraire de petits anneaux d'or, ce qui constitue la première utilisation de l'or sur du mobilier funéraire. Et puis, alors, oui, sur toutes ces tombes dont nous venons de parler, vous voyez, d'Oumelkab, la question se pose encore de savoir quant à leur superstructure, parce qu'elles en avaient une. Nous connaissons ces fosses, nous connaissons ce qui reste de ces fosses, mais
nous ne savons rien de leur superstructure. Le plus probable, c'est que ces tombes étaient surmontées de ce qu'on appelle un mastaba, hein, qui était utilisé pour les tombes de particuliers et qui était ce petit dôme, hein, parallélépipédique en pierre qui culminait et qui montrait l'emplacement de la tombe, dont se servira, hein, le Imhotep, notre architecte de Saqqara, pour commencer à construire la pyramide de Djoser. Dernier mot sur Hassekemui, hein, c'est qu'il a fait aussi, comme certains rois de la première dynastie, il a fait bâtir un enclos immense, hein, à 3-4 kilomètres de sa tombe, au sud. Et ces enclos, donc les autres, ceux de la première dynastie, sont vraiment très ruinés. Mais celui de Hassekemui est relativement bien conservé. Vous voyez que c'était un enclos avec une enceinte très forte, une double enceinte, qui, comment dirais-je, qui était en brique, avec une enceinte à redans. Vous voyez que nous retrouvons encore ces redans. Donc, vous voyez déjà la brique et qui était recouvert d'un enduit blanc. Et c'est un grand ensemble puisqu'il n'est pas régulier, donc il a une longueur d'un côté 190 et 130 mètres de l'autre côté de long, et au niveau largeur 50 et 70 mètres. C'est quand même comment dirais-je, un édifice qui est important et qui a posé question. À quoi servaient donc ces enclos, celui-là en particulier? Est-ce que certains ont prétendu que c'était pour mettre les viscères du roi? Vous savez, bon, c'est vraiment très grand si ça n'était destiné qu'à cela. D'autres ont dit, éventuellement émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un enclos pour préserver le mobilier funéraire le plus précieux. Ou encore était-ce l'ancêtre de ce que seront les temples de la vallée, c'est les temples bas dans le complexe pyramidal quand il aura trouvé sa forme définitive et qui était destiné vraisemblablement à l'embaumement du roi avant qu'il puisse rejoindre sa pyramide. C'est une hypothèse encore plausible, hein, peut-être la plus plausible de toutes, mais pour l'instant, nous n'avons pas exactement de certitude avec ces enclos. Voilà, nous arrivons enfin à Saqqara. Donc, vous voyez que les débuts de cette architecture auront sans doute inspiré Imhotep, l'architecte de Djoser, mais ce que l'on peut voir après ces rappels de ces fondamentaux, vous voyez, de cette toute première période de l'histoire de l'Égypte, c'est la titulature du roi qui est pratiquement complète. C'est le panthéon égyptien, voyez-vous, qui est constitué pratiquement complètement. Nous avons le dieu Horus et Seth, bien sûr. Hein, il était important de rappeler cette histoire. Il y a les d'autres dieux dont nous avons parlé, Ra qui existe déjà, le concept de Mat dont on entend parler, comment dirais-je, Thoth, bien sûr, Anubis, Upwaout, Min, etc. Hein. Donc le panthéon est déjà bien constitué. Nous avons vu que dans les rituels, le rituel de la fête Sed est bien implanté et restera toujours. Les conventions de l'art également sont bien parties. Et puis l'écriture s'est développée, hein, depuis les toutes premières périodes, puisque on sait que à la fin de la dynastie 0, il existait déjà 30 signes ou groupes de signes hiéroglyphiques, et que après la première dynastie, avec les tablettes, avec les sceaux, etc., l'écriture va se développer. C'est de cette Égypte donc dont va hériter notre Djoser ici pour ériger son complexe funéraire de Saqqara. Djoser dont nous ne savons pas grand-chose quant à son règne. On sait qu'il a envoyé des expéditions en Libye et puis au Moyen-Orient. On le sait par les témoignages qu'on a retrouvés in situ sur ces régions, mais sinon, nous ne connaissons pratiquement que par son complexe funéraire de Saqqara, sur lequel nous allons nous appesantir un petit peu maintenant. Alors, qui est Djoser? Donc, c'est une question importante, n'est-ce pas? Qui est Djoser? Eh bien, pour plaisanter un peu, on pourrait dire que Djoser n'est pas Djoser. Hein. Ce nom de Djoser, ou Djeser, hein, on peut dire les deux, puisqu'il n'y a pas de voyelle en égyptien ancien,
Djoser est un adjectif qui signifie le vénérable, hein, et il apparaît finalement comme un surnom qui a été donné au roi. La première attestation de ce nom de Djoser, c'est sur une statue de Sésostris II, donc au Moyen Empire. Première fois qu'on fait allusion à Djoser. Et puis on retrouvera ce nom de Djoser plus tard sur d'autres documents, en particulier sur la stèle de la famine, que certains d'entre vous connaissent, qui se trouve sur l'île de Séel, près d'Assouan, au sud, près d'Éléphantine, où il est fait mention, mais cette stèle qui date de l'époque ptolémaïque, un grec tardive, nous fait mention d'un événement qui se passait sous le règne de Nedjeriret, puisque c'est son vrai nom, c'est-à-dire de Djoser, où il y a eu une famine et que c'était parce que le culte au dieu Khnum, le dieu de la cataracte qui déclenchait la crue, n'avait pas été bien respecté, et Djoser a refait un temple au dieu Khnum pour mettre fin à cette période de famine, justement. Et le nom de Djoser sur cette stèle apparaît comme dans son nom d'Horus d'or, n'est-ce pas? Non, mais le nom sous lequel est connu ce roi à l'époque qui nous intéresse, de son vivant, ça n'est pas Djoser, mais c'est Nedjeriret, voyez, Nedjeriret, que l'on a souvent traduit par le divin de corps, puisque le ret, c'est ce signe-là, signifie le corps. Mais on voit très bien que ça colle pas bien, ce truc, hein, parce que nous avons d'autres rois, deux autres rois, dont la désinence du dieu, c'est Ret. Hein. Nous avons Semerret, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Semer, ça veut dire l'ami. Alors, l'ami du corps, ça va pas très bien. Hein. Et nous aurons ensuite Seremret, le successeur de Djoser. En fait, ce terme de Ret doit plus être considéré comme le mot corporation. Hein. Comme en français, corps et corporation sont de même famille, comme on disait à l'école primaire. Hein. Et ce Ret, lorsqu'on le traduit par corporation, qui est en fait une corporation divine, c'est-à-dire le groupe des premiers dieux, on dira un mot dans un instant, ça colle mieux. Nedjeriret. Nous avons déjà l'époque de Den. Hein. Le Den est qualifié de Rertepiret, c'est-à-dire l'Horus, le premier de la corporation divine, hein, plutôt que le premier du corps. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Sous Hadjib aussi, on a Rer Sebaret, c'est-à-dire Horus, l'étoile du corps, ça ne veut rien dire, de la corporation divine. Hein. Semeret, l'ami de la corporation divine, et non pas du corps, et il a en plus Semeret d'autres épithètes, Rer Djezeret, Horus éminent de la corporation divine et non pas du corps. Pour le dieu Ka, nous avons Neburet, c'est-à-dire l'or de la corporation divine, et non pas l'or du corps, hein, ça ne veut rien dire. Et puis le successeur de Djoser sera Seremret, c'est-à-dire puissante est la corporation divine. Quant à Nedjeriret, notre dieu Djoser, on dirait divine et la corporation des dieux. Hein, voilà. Alors cette corporation des dieux, quelle est-elle? Eh bien, c'est le groupe des toutes premières divinités qui ont été créées. Je vous rappelle déjà un des fondamentaux de la création du monde en Égypte, qui est évidemment l'existence d'un océan primordial, le Noun, hein, qui recouvre tout au début, avant que la création ne commence. Et puis, il va falloir, dans cette théologie, celle d'Héliopolis, mais toutes les théologies ont à peu près le même principe, dans la théologie de Héliopolis, le dieu Atum est dans cet océan primordial de manière inerte, sans avoir conscience de lui-même. Et ce mot Atum, d'ailleurs, Temu en égyptien, signifie à la fois ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que cet Atum, c'est l'être et le néant, en quelque sorte. Hein. Il a en lui tout ce qui peut exister, mais qui n'existe pas encore. Et pour exister, eh bien, il va falloir qu'il ait un élément solide pour lequel se poser. Mais déjà dans le Noun, il va prendre conscience de lui-même et il va, par des moyens comme il est tout seul, n'est-ce pas, il n'a pas de conjoint, donc par des moyens solitaires, dirais-je, pour être imagé, il va donner naissance à deux divinités premières qui sont Chou, le dieu considéré comme dieu de l'air, et Tefnut, comme l'humidité, avec des guillemets, parce que ce n'est pas encore tout à fait avéré. Et ces mêmes divinités premières, Chou et Tefnut, vont donner naissance, là d'une manière tout à fait
définitive, enfin normale, à Geb et Anoub, Geb qui va être le dieu de la terre et Nout qui va être la divinité du ciel. Vous voyez, ces 5 divinités, Atum qui va devenir Ra, Shut, Efnut, Geb et Nout, forment ce qu'on appelle ce Ret, cette corporation divine. Lorsque bien plus tard, à la 5e dynastie, il y aura la création tout à fait politique d'Osiris, d'Isis et tout ça, qui n'existe pas encore à notre époque, on parlera de Énéade, c'est-à-dire de Pesedjet, et on ne parlera plus de Chet. Voilà ce que je voulais vous dire, voyez, sur ce nom de ce dieu, de ce roi, un petit peu. Alors, qui est-il finalement? Eh bien, donc, il va régner 20, 30 ans, les sources là-dessus divergent. C'est bien le fils de Hassekemui et de sa maman, et donc l'épouse de Hassekemui, qui s'appelle Nimat Hapi, c'est-à-dire le gouvernail appartient à Maat. Maat, c'est cette divinité de l'équilibre, etc. Je ne peux pas m'attarder sur tout ça. L'épouse de Djoser, ce sera Retep Rernepti, c'est-à-dire celle qui est en paix sous les 2 maîtresses. Vous savez maintenant qui sont les 2 maîtresses. Et cette épouse serait sa sœur ou sa demi-sœur. Alors, c'est une coutume qu'auront les rois d'Égypte très souvent d'épouser leurs sœurs. Pour la raison suivante, c'est que, vous le voyez déjà avec les divinités dont on vient de parler, Chou et Tefnout, Geb et Nout sont époux, mais également frères et sœurs. Ce sera le cas aussi entre Osiris et Isis, et puis Seth, le futur, et Nephthys. Donc, ces divinités étant à la fois époux et frères et sœurs, souvent le roi d'Égypte épousera l'une de ses sœurs pour montrer, pour donner l'image vivante qu'il est bien le représentant sur terre, le couple royal est bien le représentant sur terre des couples divins. C'est cette raison. Ils auront 2 filles, Inet Kaes et Niang Hathor. Et je vous le disais, on sait relativement peu de choses de son règne. On connaît surtout son règne par la nécropole de Saqqara, Saqqara, qui est le nom du village actuel de Saqqara, mais dont le nom vient du dieu Sokar. Sokar, qui est un très ancien dieu aussi faucon, et qui est un dieu funéraire, qui sera rattaché par la suite à Osiris et Ptah en tant qu'une même divinité associée, Ptah, Sokar, Osiris. Voilà, d'où vient le nom Saqqara. C'est à l'époque où Djoser va installer son complexe funéraire. C'est un site qui comporte quelques tombes particuliers et qui comporte la tombe de Hotep-Sekemui, vous vous souvenez, et de Ninedjer, ces 2 rois de la 2e dynastie qui vont établir leur sépulture à Saqqara. Celle de Hotep-Sekemui se trouve sous la pyramide qui sera celle d'Unas à la 5e dynastie, et celle de Ninedjer se trouve au sud du complexe de Djoser. Et sinon, il n'y a évidemment aucune de ces tombes royales que nous pouvons voir aujourd'hui et qui sont postérieures. Nous avons ici le complexe de Djoser, celle de son successeur, Seremret. Les autres pyramides sont des pyramides postérieures de la 5e dynastie, Unas, la 5e dynastie où il y a la figuration classique de la pyramide avec le temple de la vallée, la chaussée montante et puis le temple haut. Et puis d'autres pyramides de la 6e dynastie, Téti, Pépi Ier, Pépi II. Alors les fouilles ont commencé en 1822 à Saqqara avec certains Van Minutoli et Girolamo Segato qui découvrent le site. Puis ensuite, un certain Perring en 1837 qui découvre les galeries latérales. En 1843, Lepsius, le grand égyptologue Lepsius, travaille sur le site. Puis, au début du XXe siècle, 1923-1924, c'est l'anglais Cecil B. Firth qui s'occupe des fouilles et que va rencontrer Jean-Philippe Lauer, que vous voyez en photo. Il fallait bien lui rendre hommage à ce grand Français égyptologue et archéologue, qui va, entre 1926 et 2001, s'occuper des fouilles de Saqqara d'une manière inlassable, puisqu'il est 2001 est l'année de sa mort et il travaillait encore sur le site. Certains d'entre vous ont pu le rencontrer et il va, avec son petit chapeau classique, il va rénover l'enceinte du complexe de Djoser, surtout, et puis la colonnade d'entrée, beaucoup. Et puis, il cherchera vainement, hélas,
comment dirais-je, la sépulture de Imhotep, l'architecte de Djoser, sans la trouver. Alors, vous voyez, Djoser inaugure la troisième dynastie, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler aussi l'Ancien Empire, qu'on pourrait résumer aussi en disant que c'est le temps des pyramides. C'est une période avec une certaine stabilité, une grande prospérité et un développement du culte solaire dont la pyramide est un exemple. En effet, la pyramide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un exemple du Ben qui est sorti du Noun et qui a permis au Dieu créateur de faire sa création. Je reprends la suite de l'épisode précédent, n'est-ce pas? Vous avez le dieu Atum qui est à l'intérieur du Noun et qui, pour procéder à son œuvre de création, va avoir besoin d'un élément solide qui doit surgir du Noun, de cet océan primordial, pour pouvoir s'appuyer et commencer son œuvre de création. Cet élément solide, c'est ce qu'on appelle le Ben, le tertre primordial sur lequel le Dieu créateur va pouvoir s'établir et devenir Ra, hein, le faucon solaire qui va s'élever vers le ciel. C'est l'image de Rhéorakti, c'est-à-dire cette représentation que nous avons ici. Son nom est noté là. Ici, vous avez Ré, c'est-à-dire le disque solaire. Hor, Horus, le faucon, celui de Hierakonpolis. Le Aret, c'est-à-dire l'horizon, double horizon avec les deux traits. Ré, Or, Arti, c'est-à-dire Ré, l'Horus du double horizon, qui va pouvoir, le premier jour, briller pour la première fois et s'élever vers le ciel. Voyez-vous ? Eh bien, c'est le rôle que va prendre le roi tout au cours de cet ancien empire. Lorsqu'il va décéder, il va non plus devenir une étoile indestructible comme on l'avait avant, même si cette image continuera à être véhiculée, mais deviendra, il aura un devenir qui sera solaire, c'est-à-dire qu'il va s'assimiler au soleil, et la pyramide est en fait une image de ce Ben, de ce tertre primordial, sur lequel le soleil a brillé la première fois et que va réemprunter tous les pharaons qui vont décéder. Nous disent les textes, cette pyramide, c'est l'escalier, belle image avec celle de Djoser à Saqqara à gradin. Hein. C'est aussi une corde, c'est comment dirais-je, un escalier, un rayon de soleil qui va permettre au roi de pouvoir s'envoler vers le ciel et s'assimiler au dieu solaire. Alors cette image, voyez-vous, du tertre primordial qui émerge du Noun, c'est l'image de la crue annuelle aussi, hein, qui se passe à partir du 19 juillet et où le Nil, l'inondation qui arrive du sud, n'est-ce pas, et qui va rendre l'Égypte comme une mer intérieure pratiquement, et qui va déposer le limon fertile qui vient des terres équatoriales et éthiopiennes, et qui va permettre à l'Égypte une nouvelle renaissance. Voyez, lorsque la crue se retire et que nous avons tous ces éléments terrestres qui sont fertilisés par le limon du Nil. Cette image du Noun et de l'émergence du tertre duquel va sortir toute la création, c'est l'image de cette crue qui se retire et qui permet à l'Égypte finalement une nouvelle création. La création qui n'est jamais définitive en Égypte. Chaque année, la crue du Nil, c'est une nouvelle création qui est attendue et qui quelquefois ne vient pas lorsque la crue est soit trop abondante, soit insuffisante. Voilà cette image de la pyramide, qui est cette image du tertre primordial. Et d'ailleurs, on ne le voit pas ici, mais sur cette pyramide de Mykérinos, eh bien, le bas de la pyramide de Mykérinos avait été fait en granit noir pour évoquer ce Noun primordial, cet océan primordial duquel était sorti le soleil pour la première fois. Alors, ces pyramides, donc, elles vont se développer pendant tout l'Ancien Empire. Alors, celle de Djoser mesure 60 mètres, ce qui est déjà une prouesse pour l'époque par rapport à l'état de l'architecture précédente.
Et puis elles vont s'envoler, les pyramides mastodontes de la 4e dynastie, comme celle de Képhren ici, ou de Khéops, qui vont dépasser les 140 mètres. Et puis ensuite, elles vont diminuer de volume, devenir beaucoup plus standardisées. Pourquoi? Parce que à l'époque où elles vont diminuer de grandeur, peut-être pour des raisons économiques aussi, mais elles vont contenir des textes, voyez-vous. Alors, le côté gigantisme de la pyramide, qui était un élément d'efficacité pour permettre une ascension plus rapide au roi défunt, pour rejoindre le ciel et s'assimiler au soleil, ce gigantisme n'a plus une efficacité aussi importante, puisque à cette époque, à partir de la 5e dynastie, ce seront les textes des pyramides, les textes qui vont avoir un caractère effectif, efficace, pour permettre aux défunts de s'envoler vers le ciel, voyez-vous. Parce que les textes, comme tout ce qui est représenté en Égypte, a ce qu'on appelle une performativité, c'est-à-dire une efficacité. Nous allons le voir, on l'a déjà vu avec ceux qui me font l'amitié de me suivre en ce qui concerne les textes des pyramides. Quand vous avez une inscription sur un mur, eh bien cette inscription, si elle est inscrite, eh bien elle est productive d'effet. Elle est, performative. Mais c'est également vrai pour les constructions, qui quelquefois peuvent être fictives, mais qui ont néanmoins un rôle important. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ces pyramides. Alors, nouvelle carte, je ne m'y attache pas, vous avez le complexe de Djoser ici, bien sûr, celui de Seremred, son successeur, la pyramide d'Unas que nous avons déjà vue, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, nous avons du temps. Voilà le site de Saqqara, n'est-ce pas? Le site de Saqqara tel qu'il est vu d'un petit peu loin. Vous voyez que nous avons là l'enceinte, le mur d'enceinte du complexe, et puis tous les éléments autour. Voyez-vous, ici, nous avons la chaussée de Unas, roi de la 5e dynastie, cette magnifique chaussée qui était couverte. Vous voyez que le complexe de Djoser, qui se trouve tout ici, a l'impression d'être en surplomb par rapport au reste du relief de Saqqara. On le voit peut-être mieux ici sur ces deux photos qui ne sont pas très jolies, mais où vous voyez tout cet ensemble avec un creusement qui a été fait là. Parce que on a souvent cherché les carrières qui avaient permis d'édifier la pyramide de Djoser, et on s'est aperçu que finalement, les pierres avaient été prises autour de la pyramide et que le montant des déblais, la masse des déblais ici, correspondait grosso modo à la masse de la pyramide, et que le calcaire grossier qui servait à remplir à la pyramide a été pris sur place, alors même que la pyramide a été ensuite recouverte de calcaire fin de Toura, les carrières qui sont situées un peu plus loin que le site de Saqqara. Alors cet ensemble de Djoser, n'est-ce pas, voilà comment il est constitué. C'est donc le premier monument en maçonnerie avec des pierres appareillées. Avant, nous n'avions que des briques crues. Maintenant, nous avons des assises parfaitement ajustées. Vous avez d'autres édifices qui se trouvent autour de la pyramide, cet ensemble apparaissant en quelque sorte comme une ville, avec beaucoup d'éléments qui sont factices. Nous verrons que les chapelles qui sont là, eh bien, elles sont pleines pratiquement, on ne peut pas rentrer dedans, de même que la maison du Sud et la maison du Nord. Toutes ces constructions font partie en quelque sorte du mobilier funéraire du roi Djoser, que j'appelle continuer à appeler Djoser, malgré tout, ou pourrait-on dire plutôt de l'immobilier funéraire, avec chacune une fonction qui permet au roi de continuer à vivre dans l'au-delà et de vivre des millions d'années dans l'au-delà. C'est tout un ensemble, comme c'est une machine à gaz un petit peu tout ça, vous voyez. C'est destiné à fonctionner parce que, je le répète, tous ces bâtiments existent, ils sont représentés et donc ils ont une valeur performative et ils vont avoir une efficacité pour le roi défunt. Alors ce site, bien sûr, c'est l'œuvre de l'architecte Imhotep, que vous voyez ici avec une statuette qui est représentée très souvent de la même façon le concernant, divinisée sous l'époque grecque, mais déjà adorée sous le règne de Amenhotep III.
Amenophis III, si vous voulez, hein, et son nom est inscrit déjà ici, vous voyez, l'Imacher Imhotep, c'est-à-dire celui qui marche en paix. Hein, voilà. Alors, ce grand personnage, eh bien, nous savons quelles étaient également ses fonctions. On sait qu'il n'était pas vizir, qu'il n'était pas de la famille royale et qu'il avait différentes fonctions. Avant que l'on trouve cette base de statue de Djoser dans la colonnade d'entrée du complexe, eh bien, on ne connaissait Imhotep que par les écrits de Manéthon. Hein. Là, nous l'avons et nous avons la chance d'avoir ces fonctions qui sont notées dessus. Vous voyez, nous savons qu'il avait, alors là, nous avons le nom d'Horus, hein, de Nedjeriret de Djoser. C'est Jaoutibiti, c'est-à-dire qu'on traduit par chancelier de Basse-Égypte, mais c'est en fait une fonction qui permettait à son titulaire d'avoir le sceau, hein, le sceau pour pouvoir signer les actes royaux. Il est également Kheri Tep Nissout, c'est-à-dire celui qui est juste en dessous du roi. Il est Eka Hutha, je passe là-dessus, Iripat, c'est-à-dire qui est chef d'un clan familial, d'un clan noble. Hein. Il est Urma, ici aussi, c'est-à-dire un grand des voyants qui est une fonction religieuse, c'est un supérieur du clergé. Pourquoi? Parce que le grand voyant, c'est celui qui a l'autorisation de voir la statue divine, ce qui logiquement est un apanage ou du roi ou des plus grands prêtres. Et puis, il est ici, je vais y arriver, il est, comment dirais-je, Medjer Genuti, c'est-à-dire maître des sculpteurs, c'est-à-dire architecte. C'est évidemment, dans ce rôle-là qu'il nous est le plus familier grâce au complexe funéraire de Djoser. Sur cette œuvre d'Imhotep, qui sera donc divinisée pour devenir associé à Asclépios en Grèce, hein, le dieu de la guérison, il restera comme un dieu guérisseur et il va ériger tout cet ensemble immense, puisque c'est une enceinte, voyez-vous, qui fait 545 mètres sur 277, qui correspond à 150 000 mètres carrés, et une enceinte qui mesure 1,5 km. Et cette œuvre sera admirée et recevra un culte très longtemps. Par exemple, nous avons un texte de Khaemouaset, qui est un des fils de Ramsès II, 19e dynastie, qui s'est chargé de rénover, c'était le premier égyptologue archéologue peut-être, de rénover ces anciens monuments de l'ancien empire qui commençaient à vieillir et qui écrivait « Ô les dieux du sud et du nord, venez en groupe assemblés et vous serez satisfaits de toutes les belles choses qu'Imhotep le Grand a faites pour vous. » Voilà. On sait qu'un temple donc existait pour Imhotep à la 26e dynastie, jamais retrouvé, ni sa tombe, malgré les recherches assidues de M. Lower. Alors, le mur d'enceinte, voyez-vous, eh bien, il a cette façade à redans, hein, qu'on appelle à redans. Une façade à redans, comme nous avons vu sur les cités anciennes, et qui permettait, lorsque les constructions étaient faites avec des éléments végétaux, d'obtenir une solidité plus grande, jouant un petit peu ces revers, hein, dans la surface comme des arcs-boutants qui permettaient de solidifier la structure. C'est une enceinte qui a une seule porte, celle que nous voyons actuellement, et qui a 14 autres fausses portes que l'on voit un petit peu sur ce plan. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien. Ici, vous voyez, vous avez des arches dans les redans qui sont un petit peu plus larges et qui sont en fait des fausses portes. Hein. Des fausses portes, puisqu'il n'y en a qu'une ici qui est réelle et qui permet d'entrer dans tout le complexe. Alors, ces fausses portes, ce sont des portes qui permettaient, dans la théorie, à Djoser, au roi défunt, de pouvoir sortir par tous les côtés où il voulait. Hein. Ce sont forcément des portes qui sont murées, hein, qu'on ne peut pas utiliser, mais comme elles sont représentées, eh bien, elles existent et elles peuvent être utilisées par Djoser.
Alors, nous allons nous promener dans tout ce complexe, hein, en commençant notre visite bien, par la colonnade d'entrée, le temple qui va avec, la cour de la fête Sed, le temple T qui se trouve ici, la maison du sud, la maison du nord, la grande cour, le tombeau sud, puisqu'il y avait un tombeau sud chez Djoser qui est très intéressant, la pyramide elle-même et le temple funéraire. Voilà, nous allons passer des moments inégaux sur chacun de ces sites. Donc la façade à redans, je vous l'ai déjà présentée. Et puis voilà ce que nous allons voir maintenant. Vous voyez, c'est cette grande colonnade d'entrée ici, et avec à droite cette photo de l'état du site lorsque, avant la restauration qui a été faite postérieurement. Et déjà, vous voyez quelque chose d'intéressant aussi quand on rentre dans cette colonnade depuis l'extérieur, donc par la porte, eh bien les Égyptiens ont poussé le détail jusqu'à représenter deux portes, deux simulacres de portes en pierre, hein, ouvertes un petit peu ici, vous voyez. C'est donc des portes qui sont ouvertes pour l'éternité, hein. Et en faisant représenter également ici des gonds factices, hein, puisque ce sont en pierre, ce n'est pas une porte qui s'ouvre, hein, vous le comprenez bien, ce sont des crapaudines, hein, comme on dit, etc., qui ont été représentés par c'est une porte ouverte pour l'éternité et qui donne accès à la colonnade de Djoser, c'est-à-dire une double rangée de 20 colonnes qui se termine par un vestibule de 4 doubles colonnes. Ces colonnes, elles sont intéressantes déjà parce qu'elles sont fasciculées, c'est-à-dire que vous voyez qu'elles sont représentées avec comme des réunions de roseaux, hein. On retrouve l'élément végétal que nous connaissions, et ce sont des colonnes qui n'avaient pas de chapiteaux à l'époque, hein. En plus, ce sont des colonnes dont on voit que ce sont les premiers exemplaires, parce qu'on n'est pas sûr encore qu'elles vont bien tenir debout, donc on les adosse au mur, porteur ici, par un entrecolonnement en pierre pour s'assurer de la stabilité de l'édifice. Alors, entre ces colonnes, il y avait vraisemblablement des statues. Alors, on ne sait pas lesquelles, une statue du roi ou une statue des dieux de chacune des régions d'Égypte. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y avait. Si l'on considère, comme c'est le cas quelquefois, que cet ensemble dont nous parlons était l'équivalent des temples bas qui seront ceux des futures pyramides, c'est-à-dire l'endroit où on momifiait vraisemblablement le corps du roi défunt, il serait possible que ce soit des statues du roi. On s'appuie là-dessus si l'on regarde par exemple le temple bas de la vallée de Képhren, où on sait qu'il y avait beaucoup de statues royales. Et vu la façon dont cet ensemble dont nous parlons actuellement, cette colonnade d'entrée est située, par rapport au tombeau sud, vous voyez, elle est directement en dessous, donc peut-être était-ce l'ancêtre aussi d'un temple bas pour le roi Djoser. Le plafond de cette colonnade, il avait une chape en pierre, hein, bien sûr, mais sous cette chape en pierre, on avait pris soin de représenter, en pierre bien sûr, grâce à ce monsieur Imhotep, l'imitation des rondins de bois qu'il y avait autrefois dans les constructions primitives, hein. Je vous le disais, c'est l'architecture végétale qui est transformée en architecture en pierre. À part cette, comment dirais-je, cette colonnade ici, vous voyez, que nous venons de voir, il y a, vous voyez, un petit décrochement au milieu de la colonnade vers le sud, qui donne lieu à deux petites pièces et qui se termine par une niche à statues, là aussi. Et puis ici, nous avons ce couloir qui mène à un ensemble de pièces allongées qui étaient, qui permettaient de recevoir 9 statues, dont nous avons 3 exemplaires qui sont restés très endommagés, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y avait ici un passage qui nous permettait d'aller vers la fête Sed, ici. Voilà. Alors, nous allons maintenant aller dans cette fête Sed. Cette fête Sed, vous voyez, qui
est une fête ancienne, nous en avons déjà parlé, créée sous le règne du roi Den, hein, et qui comporte ici tous les éléments qui vont permettre au roi défunt, symboliquement, d'effectuer pour l'éternité ce rite de rajeunissement, de renouvellement de force qu'est la fête Sed, qui comportait plusieurs rituels, n'est-ce pas? Il y avait un rituel où le roi devait montrer qu'il était toujours dominateur sur l'ensemble du pays, d'où l'érection de ces édifications, de ces chapelles à l'ouest et à l'est. À l'ouest, il s'agit des chapelles du sud, c'est-à-dire des maisons de Haute-Égypte, et ici, c'est les maisons de Basse-Égypte qui renfermaient vraisemblablement des divinités en façade, qui étaient principales de l'Égypte et du sud et du nord, auxquelles le roi rendait visite et qui marquait ainsi son pouvoir toujours actuel sur l'ensemble du pays. Alors, il y avait des cérémonies sur un kiosque, bien sûr, où on coiffait la couronne blanche, on coiffait la couronne rouge, on faisait un jogging, n'est-ce pas, autour de bornes dont certaines se trouvaient ici et d'autres ici dans la grande cour, on en verra tout à l'heure, pour permettre de voir sa force physique toujours, avec le fouet d'un côté et puis l'état du pays de l'autre. Alors voilà le site de la cour de la fête Sed, lorsque effectivement le site a été découvert, très ruiné bien sûr, rénové par les choses. Voilà le kiosque de la fête Sed, où, vous voyez, je vous ai remis l'image qu'on avait vue tout à l'heure pour vous la rappeler, où le roi se mettait avec les attributs de la Haute-Égypte, avec les attributs de la Basse-Égypte, et pouvait rendre visite aux différentes maisons du sud et du nord, et puis entamer des courses pour retrouver, montrer qu'il était toujours, comment dirais-je, en forme pour gouverner le pays. Là, nous avons les maisons du sud. Hein, il y avait 13 chapelles, dont 3 qui étaient destinées au culte du dieu Anubis. On appelle des Ers. Hein, voilà. Et puis 12 au nord pour la Basse-Égypte. Ce sont des petites chapelles qui ont des toutes petites, qui sont factices. Hein, si vous voulez rentrer, vous ne pouvez pas. Hein, c'est bloqué. C'est juste une représentation, un simulacre de chapelle. Mais le fait que ce soit représenté, c'est comme si elles existaient, avec des petites colonnettes dedans qui sont des lotiformes, puisque nous sommes avec les maisons, les chapelles de Haute-Égypte. Voilà, quelques images encore de cette cour. Vous voyez ici, on avait représenté aussi, on va jusqu'à représenter en pierre des barrières hein, qui devaient exister pour interdire l'entrée. Simplement, c'est une entrée qui est réservée au roi ou aux hauts dignitaires, mais pas du coin. Voilà un exemple par contre de ce qui reste des maisons du nord, où il y avait vraisemblablement aussi de petites colonnettes papyriformes qui ont disparu. Le site est là très ruiné et on a trouvé sur cette partie que nous voyons ici du site une base de statues avec 4 paires de pieds qui devaient représenter, comment dirais-je, le roi, la reine et leurs 2 filles. C'est ce que l'on suppose en tout cas. Voilà, voilà de quoi devaient représenter ces barrières en pierre qui imitent et puis une statue ici qui devait représenter la maison, la région du sud de cette maison-là. Alors, dans cette fête Sed, nous avons des images de courses du roi qui sont très souvent représentées. On verra ça encore tout à l'heure. Ça se trouve dans le tombeau sud où le roi court avec un fouet d'un côté, dans l'autre côté, dans sa main droite, il a un papyrus qu'on appelle limite père, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la maison. C'est comme un papyrus de l'état du pays, voyez-vous, et il court avec ce document. À droite, c'est le roi qui, là encore, court. Hein. On sait que c'est pendant la fête Sed parce que nous avons ces fameuses bornes, vous voyez, ces formes en forme de D que nous verrons tout à l'heure, où le roi court jusqu'aux limites du ciel. Vous voyez, ici, nous avons le ciel qui est symbolisé avec le soleil en dessous. Ce sont les 2 limites du ciel. Et où court-il là? Eh bien, il court pour attraper la crue. Hein. Ichet Happy, c'était souvent une représentation. Quand on faisait des fêtes, on se déplaçait du nord vers le sud au moment où devait arriver la crue.
et on rendait évidemment responsable le roi d'avoir su ramener la crue, montrant ainsi que son gouvernement avait plu au divin et que l'Égypte tout entière en était récompensée. Un petit peu là. Là, c'est le temple T. Alors, vous voyez qu'il était très ruiné aussi quand on l'a trouvé. Maintenant, il était largement rénové, vous voyez. Alors, il doit son nom à sa forme en T, hein, mais sa destination est encore sujette à caution. Est-ce que c'était un palais royal destiné au roi pour qu'il se repose durant la fête Sed, hein, souvent, le roi pouvait être fatigué, il devait changer de costume entre la haute et la basse Égypte, il devait changer de couronne. Est-ce que c'est un endroit qui était destiné à entreposer le matériel de la fête Sed, tout en rappelant que c'est évidemment un simulacre, tout ça, hein, mais nous n'avons pas encore la réponse. Il y a deux maisons, si vous voyez, sur mon petit plan, on suit toujours ça, la maison du Sud et la maison du Nord, qui interviennent un petit peu comme deux représentations des deux terres, des deux trônes, hein, des deux couronnes, si l'on veut. La couronne du Sud, ici, qui devait avoir des colonnes lotiformes, hein, puisque s'il s'agit de la Haute-Égypte, et ici, la maison du Nord, avec des colonnes papyriformes qui sont les plus anciennes connues, avec des colonnettes toujours accrochées au mur, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore capables de faire des colonnes qui sont isolées. Alors après, nous avons la grande cour, hein, entre la pyramide et le tombeau sud. C'est dans cette cour que vous voyez ces grandes bornes, hein, ces grandes bornes en forme de D, autour desquelles le roi courait pour faire son jogging durant la fête Sed. Et puis nous arrivons au sud de la cour, au tombeau sud, hein, et au temple sud, puisque ce tombeau, c'est un vrai tombeau, a, comme la pyramide là également, un temple de culte qui se trouve situé sur la façade nord de ce tombeau, un temple de culte qui est qui comporte des fausses portes ici, et puis cette frise avec des cobras qui est bien connue, le tombeau lui-même étant très ruiné. Vous voyez cette frise avec ces fausses portes. Vous voyez ici les fausses portes qui sont comme des portes qu'on a ouvertes, vous voyez, en remontant le store. Hein, cette espèce de boudin, vous voyez, c'est comme un store qu'on a remonté pour laisser la porte ouverte. Et par ces portes, eh bien, le cas du roi pouvait passer pour goûter aux offrandes que l'on aura déposées sur ce temple extérieur au tombeau sud. Alors, ce tombeau sud, il ne manque pas de nous étonner, vous voyez, parce que c'est véritablement un tombeau qui, par beaucoup d'égards, est semblable à la pyramide, même si c'est moins développé. Il y avait, c'est un complexe inachevé qui fait 32 mètres sur 16, 32 de long sur 16 de large, et qui est orienté est-ouest, comme vous avez vu sur le plan, hein, et qui disposait d'un puits funéraire. Ici, vous avez un caveau, un puits funéraire qui était profond de 28 mètres, exactement la même profondeur que le puits de la pyramide, hein, de Djoser. Et il avait un petit caveau, voyez-vous, en granit, hein, ici, qui, de forme carrée, plus ou moins carrée, et qui ne permettait pas en tout cas d'avoir un corps allongé à l'intérieur et qu'on a trouvé complètement vide. Bien sûr, mais comme tous les rois de cette dynastie, on n'a trouvé aucun corps dans les sépultures qui ont été trouvées. Et vous voyez que là aussi, il y a eh bien, une descendrie, comme dans la pyramide, il y en a une. Il y a des appartements en dents de peigne pour le mobilier, où l'on a trouvé encore beaucoup de magasins remplis de grosses jarres, en poterie ou en albâtre, avec des traces de bière, de lait, d'huile, hein, encore. Et puis un passage ici qui conduit vers les appartements du roi, ici, et les éléments de faïence bleue qu'on a trouvés ici, bleu turquoise, avec les stèles fausses portes. Alors cet élément, vous voyez, de bleu, de turquoise, eh bien, ça évoque pour les Égyptiens le noun primordial, l'élément lacustre, voyez, duquel est sortie toute la création. Hein. Et c'est ainsi qu'on a représenté ces secteurs du tombeau sud, mais également de la pyramide, de façades comme ça, de turquoise, qui évoquent l'espèce de placenta.
qui permet la renaissance, n'est-ce pas? C'est la crue pour le Nil, c'était le Noul avant la création, hein, et ça reste le cas post-mortem, hein, où on a besoin de renaître ou de continuer à vivre dans l'au-delà. Alors, vous voyez ces stèles, alors oui, je reviens un peu sur ces stèles, vous voyez qu'on a trouvé ces stèles, ces fausses portes-là avec des représentations qui sont intéressantes. Ici, voyez-vous, celle de droite, par exemple, ce sont les 3 fausses portes qui se trouvent dans les chapelles turquoises du tombeau sud de Djoser, où nous avons à droite le roi qui court, bien sûr, on retrouve toujours les éléments que je vous ai indiqués, c'est-à-dire les bornes, c'est-à-dire jusqu'au coin du ciel. Et putain, on fait pipi. Et il court là, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, eh bien, il court jusque le côté, jusque ici, pour nous montrer ici les choses, renaître sur le portail Séreb ouest-est. Le portail sud-ouest, c'est le portail du tombeau sud, où donc le roi est censé, eh bien, comment dirais-je, ressusciter. Celle du milieu, eh bien, nous dit que là, qu'il est sur, là, pourquoi? Sur la ville de Rhem, c'est-à-dire la ville de Létopolis. Excusez-moi, la ville de Létopolis, qui est une ville de Basse-Égypte, d'où la présence de la, comment dirais-je, de la couronne rouge de Basse-Égypte que le roi porte ici. Et il est là devant un faucon momifié, n'est-ce pas, et qui est l'indice d'un moment de la fête dite de l'ouverture de la bouche, c'est-à-dire que lorsque comment dirais-je, lorsque le défunt était prêt à être enterré, on avait une cérémonie qui permettait de raviver ses sens en lui ouvrant ses yeux, ses narines, ses oreilles, pour qu'il puisse sentir, manger, parler, etc. Et puis la dernière à gauche, eh bien, on le retrouve là devant la paire Our. C'est celui qui est sur la paire Our, c'est-à-dire qu'il est là avec la couronne de Haute-Égypte. Il est en train d'être devant la maison du Sud, hein, la maison du Sud, pour dans cette tribulation de la fête Sed vers la Haute-Égypte. Alors puis nous avons enfin la pyramide, bien sûr, je vais peut-être un petit peu accélérer. Eh bien, nous avons cette pyramide qui se situe de l'autre côté de la cour et qui était à la base, évidemment, un mastaba. Nous avons, la base était un mastaba carré qui est de 63 mètres, haut de 8 mètres, et qui était en calcaire avec un puits, donc que vous voyez ici, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, comme celui de là. Cette souris m'énerve, voilà. Ce puits qui était de 28 mètres, comme celui de la pyramide. Et puis ensuite, on a fait c'est pas évident, cette petite souris de cet ordinateur qui n'est pas le mien. En fait, on a fait ensuite une ceinture de blocs pour élargir, qui a fait rallonger la pyramide de 8 mètres, qui l'a fait passer à 71 mètres de côté, hein, toujours carré. Et puis ensuite, nous avons un agrandissement vers l'est. Voilà ici, cet agrandissement vers l'est, il a été fait pour donner naissance à 11 puits, hein, dont vous avez ici, je ne sais pas si je prends la souris, si ça va mieux, peut-être ici, 11 puits, là on voit le premier hein, en perspective, et qui ont été destinés vraisemblablement à la famille du roi, 11 puits qui sont indépendants de la pyramide, qui ont des magasins et des chambres funéraires aussi, et qui n'ont pas d'inscription. Dans le 5e de ces puits, vous verrez le plan de l'intérieur tout à l'heure, on a retrouvé un enfant de 8 à 9 ans, ainsi que le squelette d'une femme. Hein. Et dans les autres puits, on a retrouvé énormément de vases, 40 000 vases, n'est-ce pas, avec le nom des rois d'Égypte, éventuellement jusqu'à Narmer. Hein. Vous voyez ce que c'est
C'était important. Sans doute pour s'inscrire également dans la succession royale qui était la sienne. Et puis après comment dirais-je, cet agrandissement vers l'est, hein, où là, eh bien, comment dirais-je, le mastaba est devenu rectangulaire, hein, de 80 mètres sur 71. Eh bien là, Imhotep a décidé d'envelopper la pyramide de 4 gradins, qui a fait passer la dimension à 77 mètres sur 85, et enfin, de rajouter considérablement un agrandissement à la pyramide pour la faire passer ici à 6 degrés, avec un grand agrandissement de la base, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on l'a recouverte de calcaire fin. Vous voyez ces différentes étapes dans la construction de cette pyramide, dont voilà un exemple de l'intérieur. Voyez, là nous sommes à l'est. Vous voyez que nous avons les 11 puits qui sont là, hein, et dont les magasins s'avancent en sous-sol, hein, sans relation avec les autres appartements de la pyramide. Et puis ici ce plan qui est à mon avis celui que je préfère, j'en ai pris plusieurs, mais là vous avez ici comment dirais-je, l'accès original de la descendrie, de la pyramide, le puits, bien sûr, hein, le puits où étaient 9 dalles comment dirais-je, de granit qui permettait de faire reposer le corps du roi à la base, et puis un énorme bloc bouchon qui pesait 3,5 tonnes et qui se trouvait ici pour boucher l'accès au puits auparavant. Là, c'est l'accès original de l'extérieur ici, qui a été ensuite recouvert par l'élargissement de la pyramide, ce qui fait qu'on a installé une autre entrée de la pyramide sur le côté nord, et on y accède comme ça maintenant. Voilà, là, il y a un puits de voleur. Vous avez toute une série de magasins dits en dents de peigne ici par leur forme, et puis ici, les appartements royaux complets, avec beaucoup de mobilier funéraire, bien sûr. Alors, on a retrouvé pareil, 2000 pièces avec des vêtements, des céréales, des huiles, du vin, de la bière, des moules à pain, et puis les appartements, n'est-ce pas, où il y avait même des toilettes, n'est-ce pas, comme ça, tous les besoins du roi pouvaient être réalisés. Et c'est ici aussi qu'on a trouvé les mêmes appartements de faïence bleue, les mêmes décorations de faïence bleue, avec 3 fausses portes également, hein, qui avaient été installées comme celles que nous avons vues de Djoser, mais, pardon, j'aimerais les revoir avec vous aussi. Alors, quelques photos encore de l'intérieur de la pyramide. Je vais presser un petit peu parce que ça se répète. Voilà les dalles de granit rose qui servaient d'assises au corps du roi. Les pots qui ont été retrouvés donc, dans la pyramide, les fameuses turquoises, celles-ci, ce sont celles qui figurent au musée du Louvre. Et celles que nous retrouvons ici, avec, voyez-vous, 3 fausses portes, comme celles que nous avons vues dans le tombeau sud, hein, tout à l'heure. Alors là, nous en avons 3. Ici, nous avons le roi avec la couronne de Haute-Égypte devant l'Horus de Hiérakonpolis, l'Horus de Bérédet, ici, pour la Haute-Égypte. Ici, toujours, ici, il est devant le Har Hedj-Ur, c'est-à-dire le palais blanc des grands, qui symbolise finalement la présence de tous les rois ancêtres. Et à gauche, nous avons la course encore, toujours, tout ça c'est dans la fête 7 que ça se déroule, où nous avons la même chose pratiquement que nous avons vu dans le tombeau sud, Kher Seber Chessit Imenet, devant le portail sud-ouest. Nous avons là encore la référence à, comment dirais-je, le portail sud-ouest, c'est-à-dire au tombeau sud, voyez-vous, ce qui nous montre que d'ailleurs, le roi faisait sa course, n'est-ce pas? Il était censé peut-être sortir de sa pyramide. Nous avons ici les fausses portes que nous venons de voir, et nous avons dans l'axe les mêmes fausses portes que nous avons vues dans le tombeau sud, où le roi nous disait dans une de ces fausses portes qu'il renaissait ou renaissait à la porte sud-ouest, c'est-à-dire au tombeau sud.
Alors là, nous avons les bornes, bien sûr, où il faisait sa course, hein, et ce qui nous pose question quant à l'existence de ces deux tombeaux, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ce tombeau bis existe? Il n'y a que dans le complexe de Sémerret, le successeur de Djoser, qu'il était prévu d'installer un tombeau bis comme celui de Djoser. On ne retrouve plus ce cas de figure d'habitude. Est-ce que, comme le sarcophage, enfin le caveau funéraire du tombeau sud, je vous l'ai dit, était petit, ne permettait pas de mettre un corps, est-ce que c'était pour symboliser une renaissance, comme nous disait la stèle, du roi sous forme d'un enfant, peut-être d'un bébé, vous voyez, comme d'un cocon? Les textes des pyramides nous montreront le roi renaissant sous l'image d'un bébé aussi. Hein, donc, est-ce que c'est pour que le tombeau sud soit un tombeau dans l'axe est-ouest, avec un ancêtre du temple bas que serait la colonnade d'entrée, pour aller vers une théologie qui va devenir de plus en plus solaire, donc orientée vers l'est, là où le soleil se lève, et qui sera confirmée par les pyramides futures? Cela reste encore sujet à question. On a évoqué d'autres hypothèses pour ce tombeau sud, mais qui n'ont pas donné pour l'instant satisfaction. Alors ça, c'est la face nord, ce qui nous reste à voir en quelques secondes, hein, l'entrée de la pyramide de Djoser, et puis qui est séparée avec de plusieurs cours. La première, au niveau est, étant la cour dite du Serdab. Hein. Le Serdab, c'est cette petite partie où il y a deux trous à l'intérieur du mur pour permettre au roi, dont la statue est à l'intérieur, c'est de voir qui arrive à l'extérieur et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'apport de ses offrandes. Là, nous avons la statue de Djoser qui est un fac-similé, puisque l'original de cette statue est au Caire. C'est le Serdab, mot arabe qui signifie la cave, et dans laquelle figurait donc cette fameuse statue de Djoser, qui est la seule entière et bien conservée qu'on ait, qui porte le némès, qui est cette coiffure proprement pharaonique, hein, non pas pour les particuliers, mais juste pour le roi, qui porte le manteau qui était peint en blanc, et les cheveux qui étaient peints en noir, et les yeux qui étaient remplis de cristal, des pupilles en cristal. Il porte la fausse barbe digne du roi à l'égal des dieux, et il porte une moustache. C'est cette belle statue de Nedjeriret qui figure au musée du Caire. Et puis, il nous reste le temple nord de la pyramide, vous voyez, qui était de temple de culte, vous voyez, et qui est un caractère un peu compliqué, puisque il est d'abord très ruiné, vous voyez. Alors, les prêtres arrivaient par là, voyez-vous. Nous avons une salle ici, une salle de libation, une autre ici, qui était séparée par une pièce carrée, qui donnait accès à une première cour, séparée d'une deuxième par un massif, et cette cour se terminant par des doubles colonnes ici, donnant accès à un passage qui arrivait ici pour le culte du roi défunt. On voit mieux peut-être sur ce plan ici les deux salles de libation, la salle carrée au milieu, les deux cours avec les deux doubles colonnes ici qui clôturent la cour et qui donnent accès à ce couloir ici qui donne lieu à une fausse porte sans doute où on déposait les offrandes pour le roi défunt. C'est un parcours assez compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce premier chef-d'œuvre donc de l'architecture en pierre qu'est le complexe de Djoser, Nedjeriret, grâce au grand Imhotep, roi Djoser dont le culte subsistera. Le culte solaire va aller en se développant tout au long de l'Ancien Empire. Je vous le rappelle, la pyramide est une illustration du culte solaire étant le ben-ben primordial nécessaire à la création. Et le complexe de Djoser servira de cadre à un culte pour le roi qui durera longtemps. Si l'on en croit ce commentaire qui date de la 30e dynastie, la dernière dynastie égyptienne, où on nous dit la chose suivante. Le scribe Yarmès, fils de Iipta, est venu pour voir le temple de Djoser. Il le trouva beau comme si le ciel était en lui lorsque le ciel se lève, et il dit,
que tombe du ciel pain, bière, bœuf, volaille, toutes choses belles et pures pour le cas de Djoser, justifié de voix, et puisse aussi le ciel faire pleuvoir de la myrrhe fraîche, puisse-t-il ruisseler d'encens. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vous accueillir un jour sur ce complexe de Saqqara dans des périodes qui seront beaucoup plus calmes que celles que nous traversons aujourd'hui. Prenez soin de vous et vive l'Égypte.